de la transposition des gros vaisseaux au Cameroun, diagnostic et évolution à propos de 3 cas. Merci, Monsieur le Président du jury. Cher maître, honorable congressiste, l'équipe de notre maître, le professeur Zé Mikanda, a l'honneur de faire une communication sur la transposition des gros vaisseaux au Cameroun, diagnostic et évolution à propos de 3 cas. En introduction, nous dirons, comme son nom l'indique, la transposition des gros vaisseaux est une malformation cyanogène où il y a une inversion des 2 gros vaisseaux qui sortent du cœur. Donc, il y a une discordance ventriculo-artérielle où le ventricule droit donne la naissance à l'aorte et le ventricule gauche va donner naissance à l'artère pulmonaire. Lorsqu'il y a une concordance auriculo-ventriculaire associée à cette transposition, il s'agit d'une transposition commune qui est simple lorsqu'il n'y a pas d'autres malformations, et lorsqu'il est associé à d'autres malformations, on est dans les cas des transpositions des gros vaisseaux complexes. Pour la suivi, il est nécessaire qu'il y ait une communication interauriculaire qui soit maintenue, une persistance du canal artériel qui doit être maintenue. Et s'il y a une CIV qui est associée, ça ne va contribuer qu'à augmenter le mélange sanguin et augmenter un peu la survie jusqu'à la chirurgie. Donc, il est nécessaire d'injecter des prostaglandines pour maintenir la perméabilité de la PCA et si possible faire un Rashkin pour augmenter le diamètre du FOP ou de la CIA pour garantir une survie vers une évacuation en attendant sa chirurgie correctrice. Donc, le diagnostic doit être précoce et la trioseptostomie de Rashkin doit être menée pour garantir un bon mélange sanguin. En absence d'un mélange sanguin suffisant, la mort va s'en suivre dans un tableau d'hypoxie, de collapsus et d'acidose métabolique. Nous rapportons donc l'observation médicale de 3 cas de transposition des gros vaisseaux, diagnostiqués sur une période de 17 mois, dont l'évolution naturelle s'est faite vers le décès en absence de chirurgie. Les 3 patients nous ont été adressés par des médecins pédiatres pour la réalisation d'une échocardiographie transthoracique dans un contexte de cyanose, de fièvre, de retard staturopondéral, avec une désaturation en air ambiante entre 60 et 75%, réfractaire à l'oxygène. Ici, nous avons à l'imagerie de la radio thoracique un aspect en œuf couché avec une dilatation du ventricule droit, une dilatation de l'oreillette droite et un poumon cardiaque stade 2. Tous les 3 cas avaient une tachycardie sinusale régulière avec une fréquence cardiaque entre 150 et 152 battements par minute. À l'échographie, on a l'aspect classique en canon de fusil avec l'artère pulmonaire qui est ici et l'aorte qui est ici. Le ventricule droit est là, le ventricule gauche. Ça, c'est le patient que nous avons diagnostiqué à J3 de vie. Et dans notre pratique, on est plus habitué à travailler avec une sonde. À l'époque, on avait commandé la sonde pédiatrique qui n'était pas encore arrivée. Donc, quand vous avez un enfant, même si vous avez une sonde cardiaque, ça ne peut pas empêcher de poser le diagnostic. Voilà. Pour encourager les jeunes cardiologues à ne pas hésiter à faire une échographie cardiaque avec une sonde adulte, quitte à après commander le matériel adéquat. Donc, c'était à J3 de vie. Ici, c'est un patient, celui-ci a été diagnostiqué à J28 de vie. Toujours l'image classique en canon de fusil avec l'aorte qui sort du ventricule droit, l'artère pulmonaire qui est ici, qui sort du ventricule gauche, et la bifurcation des branches de l'artère pulmonaire. Là, nous avons le flux de persistance du canal artériel dans l'artère pulmonaire. Et en cas de cavité, lorsque vous béquez, vous n'avez pas la classique ouverture de l'aorte pour la 5 cavité. Et toujours le flux de PCA. Là, en sous-cavité, en sous-costal, nous avons le foramen ovale perméable qui garantit la survie de l'enfant. Et ce patient était diagnostiqué à J35 avec un ventricule droit à double issue. Là, vous avez le ventricule, les 2 vaisseaux qui sont là, l'artère pulmonaire avec sa bifurcation et l'aorte juste au-dessus, avec le ventricule droit qui est là et la CIV, dans un ventricule droit à double issue qui pompe dans les 2 gros vaisseaux. Cet enfant était totalement cyanosé, avait une saturation à 60% à l'arrivée. Il est arrivé à J35 de vie après avoir reçu des antibiotiques dans des cliniques et devant la réfraction du tableau infectieux, le pédiatre a demandé la réalisation d'une échocardiographie. Surtout parce qu'il avait un souffle également à l'auscultation, tandis que les 2 autres transpositions n'avaient pas de souffle.
Donc là, on est juste monté d'un espace intercostal pour bien identifier les deux gros vaisseaux. C'est une écho qui a été faite avec une sonde adulte à l'époque. Donc, le diagnostic a été posé à J3 de vie pour la transposition des gros vaisseaux simples et à J28 et à J35 pour la transposition des gros vaisseaux complexes. Tous les symptômes sont apparus à J28 de vie pour les 3 patients. Pour la petite histoire, nous avons monté un dossier d'évacuation pour une chirurgie cardiaque en urgence. Le patient que nous avons diagnostiqué à J3 de vie, la famille a refusé d'accepter le diagnostic. Le papa est titulaire d'un CP, pareil pour la maman qui avait un BEPC. Les grands-parents ont refusé la chirurgie cardiaque. Et dès que l'enfant a commencé à décompenser à J28, ils sont revenus, on a monté le dossier. Une ONG était prête à envoyer un avion médicalisé. L'avion devait arriver le lundi, l'enfant est décédé le jeudi, 5 jours avant son évacuation. Nous n'avons pas le matériel pour pouvoir faire un rashking. Et donc, pour l'autre on a diagnostiqué à J28, il est décédé directement le lendemain. On avait envoyé également les dossiers, le rapport pour une éventuelle évacuation. Et celui qui a été diagnostiqué à J35, c'était une transposition des gros vaisseaux avec son ventricule à double issue, une CIV. Il a pu tenir un peu plus de jours, jusqu'à J50 de vie, décédé 3 semaines après le diagnostic. Voilà. Donc, commentaire. Pour le traitement, l'amélioration du mélange sanguin et cardiaque doit être faite par la triocestotomie de Rashking. On doit maintenir la persistance du canal artériel avec l'administration des prostaglandines et améliorer la réanimation dans notre contexte. D'ailleurs, les progrès de la réanimation permettent d'améliorer le suivi de ces enfants dans les unités de néonat, toujours dans l'attente d'une chirurgie cardiaque correctrice, dans un traitement correcteur chute artérielle. En conclusion, Monsieur le Président et jury, honorables panélistes, donc pour réduire la mortalité due au retard diagnostique et thérapeutique, il faut améliorer les examens échographiques obstétricales et fœtales. Tous ces enfants ont eu des consultations prénatales, ont eu des échographies obstétricales, mais qui n'avaient pas mis en évidence une transposition des gros vaisseaux pour qu'ils puissent être peut-être accouchés directement en Europe. C'est plus facile d'atterrir et d'accoucher là-bas que de planifier une évacuation pour un enfant qui désature déjà. Donc, améliorer nos échographies obstétricales dans notre milieu, améliorer l'examen des nouveau-nés dans les maternités parce que les sages-femmes les ont examinés, les ont reçus, mais n'ont pas vu la cyanose. Et 2 fois, même les parents croient que l'enfant a un teint noir et que c'est le teint de l'enfant. Donc, c'est les pédiatres qui nous les ont adressés, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la formation. Du moins, il faut améliorer l'examen de ces enfants, quitte à prendre la saturation pour tous les enfants. Là, même si vous êtes teint noir et que la saturation est basse, ça va interpeller pour améliorer le diagnostic. Voilà. Et améliorer également les échographies chez les nouveau-nés qui présentent ou réaliser systématiquement chez tous ces enfants qui ont une infection pulmonaire, néonatale, retard staturo-pondéral. Ils avaient tous un retard staturo-pondéral pour ceux qui ont été diagnostiqués à J28 et à J35 de vie. Donc, merci, Monsieur le Président du jury. Merci, honorable et distingué congressiste. Merci pour cette présentation casuistique, hélas, bien triste. Il faut le dire, et vous avez tout à fait raison de souligner l'importance de la formation des pédiatres, bien sûr, mais aussi des gynécologues, parce que c'est dans les échographies, évidemment, avant l'accouchement, que l'on va pouvoir au moins le suspecter, parfois faire un diagnostic exact, auquel cas l'enfant pourrait être pris en charge immédiatement dès la naissance, que ce soit pour un Rashkin ou pour une opération assez précoce. Et c'est vrai qu'on est assez triste, déçu de voir cette évolution, parce que probablement dans un contexte où la prévention au moment de l'accouchement aurait peut-être permis une autre issue. En tout cas, merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions ou des commentaires dans l'Assemblée? Oui. Alors, merci, docteur, pour la présentation parce qu'elle était très belle. Maintenant, je l'ai donc, ce n'est pas un commentaire surtout, puisque vous avez dit dans vos propos, au niveau de la conclusion, qu'il faut alerter soit les sages-femmes, soit les gynécologues. Est-ce qu'on n'a pas pensé donc à définir un algorithme diagnostic chez les patients, de telle sorte que les gynécologues, que ce soit au niveau du suivi obstétrical et même à la naissance déjà, que les sages-femmes aient déjà cet algorithme, comme on a un algorithme chez les sages-femmes pour la GADPA et autre chose. Est-ce qu'on a pensé à définir un algorithme pour vraiment résoudre ce problème-là? Bonsoir docteur, merci pour la présentation. C'est une présentation qui m'interpelle tout particulièrement parce que je suis médecin généraliste et je suis aussi, je fais de l'échographie obstétricale.
Et c'est l'un des problèmes principaux que j'avais posé lors du symposium de gynécologie obstétrique, parce que je leur faisais comprendre que 99% des gens qui reçoivent les femmes enceintes et qui réalisent de l'échographie en anténatale ne sont pas des gynécologues. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même ceux qui sont gynécologues ne sont pas titulaires d'une formation ou d'un DU d'échographie anténatale. Donc, beaucoup ne le sont pas. Il n'y a que, je crois, 4 à 10 professionnels du développement du diagnostic anténatal dans la ville de Douala. Et je ne suis pas sûr qu'à Yaoundé, on a à peu près le même chiffre. Donc, c'est un peu difficile. Et je leur posais le problème de la capacitation de ceux qui le font. Parce que systématiquement, avec des formations continues qu'on propose actuellement, je crois qu'il y a la coupe des 4 cavités et il y a la coupe VG aorte et VD artère pulmonaire, qu'en faisant systématiquement, c'est des trucs qu'on peut facilement réussir à obtenir. Et c'est des coupes qui, en anténatal, ne sont pas si difficiles que ça à faire, mais c'est juste que personne ne les fait. Parce qu'on a passé de temps, on doit voir 50 femmes pour faire 50 échographies par jour. Donc, en général, personne ne le fait et on ne le reprogramme même pas. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement parce que je me dis, 90% des personnes qui verront ces femmes en anténatal ne seront pas des gynécologues. Et ça pose vraiment un problème parce que ceux qui font des échographies, il faudrait vraiment les former, mais commencer déjà aussi par nos gynécologues en eux-mêmes. Donc, c'est des choses qu'il faut aussi prendre souvent la peine de présenter pendant des congrès de gynécologie et pas juste rester entre vous cardio. Parce qu'en général, quand vous recevez, comme vous l'avez si bien dit, c'est déjà un peu tard. Merci. Merci infiniment pour cette remarque qui est on ne peut plus juste. Et encore une fois, c'est un constat qu'on devrait pouvoir corriger. Hein. Ça ne va pas être si compliqué. Peut-être pas forcément de toujours demander à celui qui fait l'échographie prénatale de trouver un diagnostic exact. C'est pas ce qu'on va lui demander. Ce qu'on va juste lui demander, c'est est-ce que l'examen est strictement normal ou est-ce qu'il y a une anomalie. Et s'il y a une anomalie, ça va être référé à quelqu'un qui pourra aller plus loin. Merci, Jamel. Effectivement, c'est pour ça que quand on avait eu ces 3 cas corrigés sur une période de 17 mois, on a fait une communication sur WhatsApp, quelques lignes qu'on a résumées. On a envoyé à tous les gynécos pour attirer leur attention. Et même aux pédiatres également, parce que c'est des pédiatres qui nous ont adressés pour attirer leur attention. On a mis en place une unité de cardiologie il y a 2 ans, en 2019, justement, dans un service, d'un hôpital qui fait purement de la maternité, qui ont 100 enfants par mois, 100 accouchements par mois. On a offert un saturomètre pour que les saturations soient prises systématiquement. Mais il y a un problème de la quantité du personnel et donc des vieilles habitudes reprennent. Dès que vous commencez, ça lâche, il faut être martelé pour que ça soit systématiquement prise. Et c'est pour ça qu'au moins dans cet hôpital, tous les enfants qui sont accouchés sont vus par la pédiatre. Donc il y a une pédiatre qui vient 1 fois par semaine et c'est comme ça qu'elle a pu rattraper le cas de J3 de Villa. Et donc, avec l'ignorance des familles également, on a monté des petits topos WhatsApp. Donc chaque fois qu'on finit les chirurgies, on envoie à tous les personnels lambda. Pour que, comme l'appendicite ou une césarienne ne fait plus peur à personne, que la chirurgie cardiaque aussi ne fait pas peur à quelqu'un. Parce que même si tu diagnostiques, la famille n'est pas d'accord avec ton truc, qu'on opère le cœur de l'enfant. Même pour faire l'échographie cardiaque, souvent à des nouveau-nés, on a des difficultés. On a l'impression que la sonde va aller brûler le cœur de l'enfant ou je ne sais pas trop quoi, qu'on ne fait pas des échographies cardiaques à un petit enfant comme à la femme enceinte. Donc il y a l'éducation de la population et recycler le personnel, les formations continues. Donc c'est un travail de longue haleine qui commence comme ça. On va essayer de présenter également au congrès des gynécos, des pédiatres et des sages-femmes également pour interpeller. Donc c'est par rapport à l'algorithme, mettre en place des saturomètres dans toutes les maternités et que le personnel adhère à cette optique parce que voilà, on a plus l'habitude de rester dans les vieilles habitudes, quoi. Merci beaucoup pour cette Chamet. belle présentation et pour ces commentaires qui sont très précis et très instructifs. Effectivement, s'il faut retenir quelque chose, c'est ça. Pour les gynécologues, au moins leur apprendre à faire la coupe de croisement pour être sûr qu'il y a un croisement des 2 vaisseaux ou pas. S'ils n'arrivent pas à confirmer qu'il y a un croisement des 2 vaisseaux, ils doivent l'adresser à un spécialiste. Pour les pédiatres ou les sages-femmes, c'est comme il a dit, généralisation de l'utilisation du saturomètre qui permet de dépister de façon précoce une désaturation liée à une cardiopathie ou liée à une autre anomalie. Et également former les sages-femmes qui sont les premières à être en contact avec les nouveau-nés dans le dépistage de certaines affections du nouveau-né, les soins néonataux d'urgence. Les soins, au Sénégal, on l'appelle soins obstétricaux et néonataux d'urgence. C'est-à-dire que les premières personnes qui sont en contact avec les femmes enceintes et les enfants doivent être formés pour pouvoir dépister certaines affections graves qui peuvent mettre en jeu la vie des enfants ou des mamans. Donc voilà ce que je voulais rajouter comme commentaire. Je ne sais pas si... Ok, merci.
Bien, merci beaucoup encore pour cette présentation et félicitations.